Flashback 2019, eh bien, ça continue. Nous allons recevoir maintenant notre invité sécurité. Oui, la sécurité a occupé une grande importance au Burkina Faso en 2019, comme dans tous les pays de la région du Sahel, parce que le terrorisme a encore une fois frappé à plusieurs reprises, mais il y a eu une reprise en main de nos forces de défense et de sécurité qui ont commencé à donner quand même une riposte. Nous allons voir ce qui s'est passé en 2019, sécurité récapitulatif. C'est parti. D'inquiétante à très préoccupante, voici ce que résume la situation sécuritaire en 2019 au Burkina Faso. Une crise sécuritaire qui s'est amplifiée et diversifiée. Aux attaques terroristes déjà vécues au quotidien durant l'année 2018 dans le nord et l'est du pays vont se greffer les conflits communautaires savamment attisés par les terroristes. Dès le premier jour de l'an, tandis que dans la capitale et les bourgades les plus reculées du pays, les vœux se multipliaient pour que s'éloignent les affres de 2018. À Yirkou, dans le centre-nord, une tuerie effroyable s'y déroulait. Les Koglouiro vont mener une représaille sur les Peuls. Le nombre de victimes indigne, 49 morts selon le bilan officiel, mais des organisations de la société civile font état de 210 morts. Yirkou, c'était le signe annonciateur d'une possible explosion de la cohésion sociale. Malgré les plus jamais ça scandés par l'ensemble des communautés au cours d'une marche dans la capitale Ouagadougou le 12 janvier, le 25 janvier à Zouaga dans le centre-est, une querelle pour un bonnet de chef va entraîner 8 morts. Le premier mois de l'année était déjà assez sanglant pour un pays en quête de stabilité. Et comme si ce n'était pas assez, l'onde de choc viendra d'Arbinda en début avril. Un affrontement entre les Foulsés et les Peuls fait 62 morts. Les conflits communautaires finissaient d'être la nouvelle forme d'insécurité au Burkina Faso. La brèche était ouverte pour les terroristes pour des attaques ciblées. Elles viseront des ethnies bien précises, mais aussi des confessions religieuses. Catholiques et protestants, églises et temples seront endeuillés tout au long de l'année. L'objectif des terroristes était désormais clair: aggraver la crise sécuritaire par les violences ethnico-religieuses. Un dessein machiavélique qui n'aura pas réussi à aboutir. 2019, c'est aussi des attaques contre les positions des FDS et des civils, au nombre desquels l'attaque du détachement militaire de Koutoukou le 19 août à la frontière nord avec le Mali, faisant état de 24 soldats burkinabés tués. C'est le plus lourd tribut payé par les FDS lors d'une attaque terroriste. L'attaque est revendiquée un mois plus tard par l'État islamique. Le 6 novembre, une embuscade tendue au convoi des travailleurs de la société minière Semanfo dans l'est du pays fait 38 morts et 60 blessés. Elle est l'attaque terroriste la plus meurtrière depuis 2016. Si l'hydre terroriste s'est montré sans commune mesure en 2019, les bandes armées n'auront pas aussi été autant foudroyées qu'en 2019. Il faut d'abord mentionner la nomination d'un nouveau ministre de la Défense en fin janvier, précédée quelques jours plus tôt de celle d'un nouveau chef d'état-major général des armées. Sous leur houlette, l'armée burkinabé va répliquer souvent comme il se doit à chaque raid terroriste. 3 opérations d'envergure ont été menées au cours de l'année. La première, baptisée Otapoinou ou Foudre en langue gourmachema, a permis d'arroser les forêts de l'est et du centre-est du pays de feu durant tout le mois de mars. Ces forêts devenues en 2018 un nid de terroristes. Le nombre des terroristes neutralisés n'est pas dévoilé, mais l'objectif de restaurer l'autorité de l'État est jugé atteint. L'opération Doufou, qui signifie déraciner en langue peul, menée dans les régions du Nord, Centre-Nord et du Sahel, a permis de reprendre le contrôle de certains axes stratégiques d'échange entre les populations et de déloger des groupes terroristes. Bourgoukat, la dernière opération d'envergure, a été menée conjointement au Mali et au Burkina Faso du 1er au 17 novembre en collaboration avec les forces du G5 Sahel et la force Barkhane. Son bilan donne 24 terroristes tués ou capturés et 64 véhicules et une centaine de téléphones saisis.
Le dernier trimestre de l'année a aussi été émaillé par la neutralisation régulière de terroristes par dizaines dans plusieurs régions. C'est peut-être l'heure de la montée en puissance de la riposte au front. Elle coïncide avec le déploiement des premières unités spéciales sur le terrain, formées grâce à l'appui des forces occidentales. Une remise en cause de la coopération militaire française a alimenté les 2 derniers mois de l'année, nourrie par les revendications anti-impérialistes. La crise sécuritaire en 2019 au Burkina Faso rime également avec une crise humanitaire sans précédent. Plus de 600 000 déplacés internes sont dénombrés à la fin de l'année et plus de 1400 écoles sont restées fermées, alors qu'on n'en comptait qu'une dizaine en 2017. Les incidents terroristes touchent en 2019 11 régions sur les 13 que compte le pays et les chiffres évoquent au moins 600 morts depuis le début de la crise sécuritaire. Eh bien, maintenant, nous recevons notre expert en sécurité, M. Mahamoudou Sawadogo. Avec lui, nous allons décrypter. M. Sawadogo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu pour nous parler de sécurité. D'abord, si on veut coller avec l'actualité, nous avons vu la réaction de nos forces de défense à Arbinda qui a abouti à la neutralisation des 80 terroristes, une action qui précède d'autres actions. On sent une montée en puissance des forces de défense et de sécurité face aux attaques terroristes. À quoi cela peut-il être quelle explication est-ce qu'on peut trouver à cette montée en puissance? Oui, effectivement, on a observé que de plus en plus les forces de défense et de sécurité montent en puissance. Et cela est essentiellement dû à un changement de paradigme même au sein même des autorités et lié aussi à la compréhension même de la stratégie mise en place par ces groupes terroristes. Et donc, les forces de défense et de sécurité ont compris que la meilleure manière d'en venir à bout, c'est de faire face et de ne surtout pas tourner dos. Et donc, on voit clairement qu'il y a une stratégie et une compréhension de plus en plus claire de la stratégie de ces groupes terroristes-là. Alors, on peut dire qu'il a fallu du temps parce que quand même en 2019, il y a eu de nombreuses attaques. Plusieurs régions ont été touchées par les attaques terroristes. Aujourd'hui, si on doit faire le point, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, effectivement, on a vu qu'il a fallu près de 4 ans pour commencer à se rendre compte de l'ampleur de la situation. Mais, comme on aime le dire, mieux vaut tôt que tard. Et donc, je pense clairement que 2020 va être une nouvelle donne pour les forces de défense et de sécurité. Et aussi, je pense qu'elle va être assez décisive aussi pour nos forces de défense et de sécurité. Mais 2019 a été tout de même très difficile. On se souvient de l'attaque de Koutougou et de plusieurs autres attaques, et de Burundi aussi. Oui. Ça a montré que 2019 a été une année particulièrement meurtrière en termes de victimes au niveau des attaques terroristes. Oui, 2019 au Sahel en général a été une année meurtrière. Et depuis 2012, 2019 a été l'année la plus meurtrière dans l'histoire du Sahel. Donc on voit clairement que le nombre de victimes a augmenté, le nombre de déplacés a été, si vous voulez, on est passé de 200 000 à 560 000, donc 500%. Et on a 95 centres de santé qui sont fermés présentement. Et aussi, on a près de 1 200 000 personnes qui sont sans assistance médicale. Et on a aussi 1 200 000 qui auront besoin d'une aide alimentaire. Donc on voit clairement que la situation humanitaire est désastreuse. Et aussi la situation sécuritaire est désastreuse parce qu'il y a, en plus des autres régions que les groupes terroristes avaient déjà conquis, on voit que 2019 a été une année où ils ont consolidé les autres régions, c'est-à-dire la région du nord, la région du Sahel, de l'Est, et ils se sont appropriés une autre région qui est la région du centre-nord. Donc, qu'est-ce qui explique cela? Quelle est la stratégie? Oui, la stratégie appliquée par ces groupes terroristes est très bien développée et j'aimerais bien, si on peut projeter la carte. Oui, on aura une carte, voilà, pour que vous puissiez expliquer. Oui.
Et donc là, nous avons la carte du Sahel, de la région du Sahel. Les zones en noir, c'est les zones de confort de ces groupes terroristes. C'est-à-dire, c'est des zones où ils ont réussi à faire repousser tout ce qui est symbole de l'État, tout ce qui est administration. Et les zones en rouge, c'est les zones où ils mènent régulièrement les attaques. Et donc, on a vu que ces zones de confort-là, ça les permet de se replier en cas d'attaque. Et dans ces zones-là, ils font ce qu'on appelle de la gouvernance à distance. Donc, ils ont appris de leurs erreurs au Mali, et en Irak et en Afghanistan. C'est difficile pour eux de contrôler toute une zone, c'est difficile pour eux d'administrer une zone. Ils commettent beaucoup d'erreurs. Donc, ils ont pris pour eux, c'est pour le cas du Burkina, de le contrôler à distance, c'est-à-dire de ne pas l'administrer et de rejeter la faute du mauvais fonctionnement de l'administration sur l'État. Et donc, du coup, ils contrôlent la zone sans pour autant y habiter la zone. Et les zones en rouge, c'est les zones où ils mènent régulièrement des attaques, où ils harcèlent les symboles de l'État. La stratégie, elle est toute simple. Et ces groupes terroristes sont divisés en deux. On a deux grands groupes terroristes qui écument le Sahel. On a la frontière avec le Mali ici. On a le groupe de soutien à l'islamo-musulman qu'on appelle le GENIM. Et on a dans cette bande frontalière avec le Niger et jusqu'à l'est, et c'est la zone occupée par l'État islamique au Grand Sahara. Et alors, ils ont eu l'ingénieuse idée de s'appuyer sur des groupes locaux. Et ces groupes locaux sont composés de délinquants, de criminels, de braconniers, de trafiquants, tous ceux qui ont intérêt à voir reculer la présence de l'État. Voilà pourquoi ils ont une avance sur les forces de défense et de sécurité, parce que ces délinquants-là, ces trafiquants, sont dans la zone depuis des années. Donc ça veut dire qu'ils maîtrisent, ils ont un maillage assez étoffé de la zone, ce qui fait qu'ils ont un avantage sur les forces de défense et de sécurité qui, des fois, ne connaissent pas la zone parce qu'ils n'arrivent pas à mailler l'ensemble du territoire. Donc, voilà une stratégie qui arrive à les faire gagner du terrain. Et l'autre stratégie qu'ils utilisent aussi dans cette partie-là, c'est également le terrorisme communautaire. C'est-à-dire, ils s'intègrent au sein de la communauté parce que vous n'êtes pas sans ignorer que ces groupes-là, et locaux-là, de trafiquants et de criminels, sont issus au sein de la communauté. Donc, le fait de les utiliser font qu'ils disparaissent au sein de la communauté lorsqu'ils font une attaque et lorsqu'on les recherche. Voilà une stratégie qu'ils ont mis en place au Sahel qui les permet vraiment d'avoir un avantage sérieux sur les forces de défense et de sécurité. Alors, ces organisations terroristes, vous venez de le démontrer, comptent sur des forces internes, les trafiquants, les grands bandits, pour pouvoir opérer et pour pouvoir commettre leurs sales besognes. Est-ce que de l'autre côté, nos forces de défense et de sécurité peuvent compter sur d'autres forces pour essayer de repousser ces forces terroristes ? Absolument. Les forces de défense et de sécurité doivent compter sur non seulement la population, mais aussi sur les autres forces transnationales comme le G5, comme Barkhane et comme les forces des autres pays. Parce que vous voyez que les groupes terroristes surfent entre les frontières. Eux, ils n'ont pas de frontières. C'est nous, les États, qui avons des frontières. Et donc, ils utilisent cette barrière de frontières-là pour gagner du terrain et mettre en place leur stratégie. Ce qui fait qu'ils sont difficilement saisissables. Voilà pourquoi les États du Sahel doivent faire tomber les barrières dans le cadre de la lutte, en tout cas, contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et en interne, est-ce que nos forces de défense et de sécurité peuvent se faire aider par peut-être d'autres forces comme les Korgogo, comme les Dozo? Voilà une question assez intéressante parce que l'histoire a montré que les zones, les pays qui se sont fait aider par d'autres forces internes, comme les volontaires, comme les Korgogo et les Dozo, et après, c'est devenu des forces qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est ça. Et donc, à mon avis, il y a lieu de renforcer la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité, de sensibiliser la population, c'est-à-dire de reconquérir cette population. Parce que la lutte contre le terrorisme est une lutte de cœur. Et quand on parle de lutte de cœur, c'est-à-dire que les forces de défense et de sécurité doivent gagner les cœurs des populations. C'est ce que les groupes terroristes font. Et aussi, ils doivent s'appuyer sur les facteurs de les stratégies de résilience de ces communautés-là. Et ces stratégies de résilience de ces communautés-là résident dans des facteurs qui leur sont propres. Quand on prend le Sahel, on a des leaders religieux, des leaders communautaires et des leaders politiques.
sur lesquels les populations comptent. Et c'est ça, c'est sur ces leaders-là qui sont des références. Et malheureusement, quand vous regardez le Sahel, il n'y a plus de leaders religieux, il n'y a plus de leaders politiques. Ils ont été tous assassinés par ces groupes terroristes, ou bien ils se sont réfugiés au Burkina, et plutôt à Ouagadougou. Ce qui fait qu'il est vraiment important de partir sur la base, c'est-à-dire à partir des populations, et pour pouvoir gagner cette guerre. Alors vous êtes venu avec une deuxième carte. Oui, la carte de l'Est. La carte de l'Est, voilà. Qu'est-ce que cette carte de l'Est nous donne comme enseignement? Et cette carte de l'Est nous donne comme enseignement une autre stratégie utilisée, c'est la stratégie économique. Parce que les groupes terroristes, ils ne s'installent pas au hasard. Ils s'installent toujours autour des mines et surtout autour des ressources minéralières. Et donc, la zone noire, c'est une zone de confort de ces groupes terroristes-là. Là où les groupes terroristes opèrent en général. Et c'est là où ils accentuent les attaques. Quand vous prenez Batir-Bougou, Futuri, Machakwali, Bungu se situe ici, Pama, Kabonga, Kompienga, c'est les zones où la violence est vraiment exacerbée. Et lorsque vous regardez, lorsqu'on projette les incidents sur la carte, vous voyez tracer un couloir. Et c'est un couloir de trafic de toutes sortes. Il part d'où à où le couloir? Qui part depuis les ports, les pays côtiers, Ghana, Togo, Bénin, jusqu'à vers le Sahara. Et c'est un couloir de trafic d'armes, de munitions, d'or, de cocaïne, d'ivoire, qui quitte les ports jusqu'à vers le Sahara. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'avec la présence de toutes les forces armées dans le Sahel, les groupes terroristes ne peuvent plus utiliser le Sahel comme base pour se faire livrer leur drogue ou leur cocaïne ou la cigarette. Donc, ils ont entrepris d'arraisonner depuis les ports et de faire remonter les trafics jusqu'à vers le Sahara. Donc, il y a bien un intérêt économique et c'est à travers ce couloir qu'ils arrivent aussi à s'alimenter. Parce que lorsqu'on dit d'où proviennent leurs sources, si vous faites un récapitulatif, en 2018, ils ont littéralement pris en otage presque toutes les mines de l'Est. Je vois que le ministre des Mines même l'a reconnu. Et lorsque vous quantifiez la quantité d'or sorti en 2018 et par an, vous voyez clairement, vous pouvez voir à peu près combien de milliards ils ont pu encaisser en une année. Vous pouvez vous référer aux géologues, ils vous diront la quantité d'or qui est sortie en une année, elle est faramineuse. Ça vaut les 300 milliards. Pour les forces terroristes. Oui, c'est-à-dire que les forces terroristes ont pu engranger jusqu'à 300 milliards de francs CFA grâce au trafic de tout. Et sans oublier les escortes aussi. 300 milliards. Oui, ils font les escortes de marchandises qui veulent échapper au contrôle des forces de défense et de sécurité. Donc ça veut dire que ces escortes de marchandises-là les rapportent aussi de l'argent. Et il y a aussi les migrants. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des hommes d'affaires qui ne veulent pas payer peut-être des impôts ou des frais de douane qui, pour éviter les forces de défense et de sécurité, se font escorter par ces forces terroristes. Absolument. Pour faire passer les marchandises. Faire passer les marchandises par des voies détournées. Ça coûte très cher. Et ça coûte très cher. Et c'est tout ce package-là qui arrive à les alimenter, qui arrive à les financer. Et je pense que le Conseil de sécurité, en 2019, en février, avait fait un tour au Mali, au Niger, au Burkina et a interpellé les États pour qu'ils puissent faire attention à cela et contrôler ce trafic-là, parce qu'il y a un lien étroit entre ce trafic et les groupes terroristes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce trafic-là et couper les groupes terroristes de leur source de financement? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord, la lutte contre le terrorisme passe aussi par la sécurité intérieure, c'est-à-dire passe aussi par la lutte contre la criminalité, la grande criminalité et la criminalité résiduelle. Parce que si on se cantonne à vouloir apporter rien qu'une réponse purement militaire, sécuritaire, il y a un problème. Parce que ce que je n'ai pas expliqué, c'est que ces groupes terroristes se basent sur les populations, sur les frustrations, sur les injustices. Et sur les spoliations faites par si vous voulez, par l'État, par des organisations, pour avoir des adeptes. Quand vous prenez la région de l'Est, c'est la deuxième région où la population est la plus pauvre. Mais paradoxalement, c'est la quatrième région qui contribue plus au PIB national. Donc voilà une région dont la population est pauvre, mais une région qui est riche. Cela est lié au fait qu'il y a des parcs, il y a au moins une dizaine de parcs, de concessions de parcs
qui ont été bradés depuis les années 1995 à des étrangers. Mais malheureusement, en 2016-2017, ils ont fait venir des gens qui luttent contre le braconnage. Et qui sont les braconniers? C'est la population locale. Tout à fait. Donc, et aussi, il y a seulement peut-être moins de 5% des terres de l'Est qui sont réservées à la transhumance. Et vous savez que l'Est est une zone de transhumance par excellence. Et c'est une région qui fait frontière avec au moins 4-5 pays. Et où les transactions, le flux des transactions est assez élevé. Ce qui fait que, et voilà une population qui s'est retrouvée, qui ne peut plus faire la chasse, qui ne peut plus faire la pêche, qui ne peut plus exploiter l'or, parce que l'or, vous avez vu que l'État avait dit qu'ils vont industrialiser pour que ça puisse profiter à tout le monde. Donc, qui ne peut plus rien faire. Donc, quand les groupes terroristes qui ont été chassés depuis le Mali, en fin 2017, ils sont redescendus dans la zone septentrionale de la région de l'Est, et donc ils ont proposé un kit complet à ces populations. Un kit complet, composé de quoi? Composé de tout ce que l'État vous a retiré, nous on vous donne ça. Votre terre, la chasse, et votre dignité et votre frustration. Et en retour? En retour, qu'est-ce qu'ils font? En retour, ces populations sèment le désordre, c'est-à-dire ces populations sont déjà entravent l'avancée de ces forces de défense et de sécurité. Et en retour, ils mènent tranquillement leur trafic, ils ne sont pas perturbés. Et chacun a un intérêt, puisque chacun a intérêt à ce que l'État recule. Vous avez vu que les premières attaques à l'Est étaient dirigées contre les eaux et forêts. Tout à fait. Ensuite, les mines ont été prises par ces groupes terroristes. Et maintenant, vous vous rappelez de l'histoire de Kunkufuanu, où 7000 habitants ont été déguerpis. Présentement, nous sommes dans la zone de Kabonga, c'est la zone où c'est l'épicentre de la violence. C'est-à-dire la zone qui a été déguerpie est devenue une zone où c'est l'épicentre de la violence. Voilà pourquoi ces populations-là, si vous voulez, ce n'est pas une manière d'accepter ces groupes terroristes, mais c'est des populations qui n'avaient plus le choix en tant que telles. C'est la raison pour laquelle la lutte contre le terrorisme ne doit plus pas être seulement sur le front militaire, mais aussi en termes d'investissement, de lutte contre la pauvreté et puis d'éducation des peuples aussi. Absolument. Et jusqu'à présent, on n'a fait qu'expérimenter la version militaire. On n'a pas encore expérimenté d'autres versions, ce qui fait qu'on s'enlise davantage. Parce que lorsque vous regardez l'évolution de ces groupes terroristes-là, on voit clairement qu'ils ne font que gagner du terrain, ils gagnent en nombre et ils gagnent en puissance. Ce qui pose vraiment des difficultés à tout le monde. Et donc je pense qu'il est préférable d'envisager d'autres solutions que forcément la solution militaire. Alors vous êtes venu avec une troisième carte, vous avez 3 cartes. La troisième carte, c'est laquelle? La troisième carte, c'est la carte du Burkina où ces groupes terroristes sont en train d'encercler. Voilà, où ces groupes terroristes sont en train d'encercler lentement mais sûrement le Burkina. Et là, nous avons à l'intérieur, et là, c'est vraiment une alerte envers les autorités, parce que là, nous avons à l'intérieur 2 grands groupes, qui sont les groupes d'autodéfense, Kolwero, qui sont en orange, et les groupes d'autodéfense d'Ozo, qui sont en vert. Et alors, avec les élections qui viennent, il va falloir faire très attention pour ne pas que ces groupes terroristes-là récupèrent un des 2 groupes qui seront peut-être frustrés, ou bien lorsque les violences communautaires vont se faire rage, pour que ça ne soit pas une récupération. Alors, donc, ce que vous dites, c'est que les groupes d'autodéfense qu'on appelle Koglo-Ogo ou les groupes d'autodéfense qu'on appelle Dozo, quand même réussissent à empêcher ces terroristes d'avancer et de prendre tout le pays, c'est ça? Pour le moment, oui. Pour le moment, c'est vraiment le cas. Mais on se demande jusqu'où, jusqu'à quand. Et jusqu'à quand la tendance va se renverser. On a vu le cas avec le Mali, où Amadou Koufa a demandé à Toloba, qui est son ennemi juré, de faire alliance. Donc vous voyez que... Donc le risque c'est quoi ici? Le risque c'est qu'un des groupes, s'il y a opposition entre ces 2 groupes, qu'un des groupes bascule vers ces groupes terroristes. Là ça devient grave. Là ça va devenir très grave. Nous allons rentrer dans une phase de guerre intercommunautaire qui est une crise qui va être encore pire que celle que nous connaissons présentement, parce que c'est la pire des crises. Nous avons vu l'exemple de la Centrafrique.
Voilà pourquoi l'année 2020 va être vraiment une année décisive où l'État doit prendre ses responsabilités. Quelle responsabilité? La responsabilité d'assurer lui-même sa propre sécurité. La sécurité ne peut pas être transigée, la sécurité ne peut pas être différée à d'autres groupes. Et on a vu le cas du Mali, c'est comme je dis chaque fois, le Mali est un laboratoire à ciel ouvert où le Burkina devait profiter des exemples, mais malheureusement on n'arrive pas à profiter, on n'arrive pas à prendre des leçons de ce laboratoire à ciel ouvert. Alors si vous aviez des propositions à faire au gouvernement, au ministre de la Défense, quelques propositions pour permettre, un tant soit peu, peut-être de maîtriser la situation, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? La première chose, c'est qu'on apporte une réponse purement militaire à un problème politique. Parce que le problème politique, il est où? Il est que nous avons affaire dans certaines zones du Burkina à des insurrections, ce qu'on appelle des insurrections armées locales. C'est-à-dire c'est des populations qui sont frustrées, c'est des populations qui sont mécontentes contre le système en place. L'État central. Oui, l'État central. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes passés par la transition, nous sommes passés par l'insurrection. Et l'insurrection a suscité beaucoup d'espoir. Et les peuples ne sont plus enclins à se laisser piétiner. Et donc la mentalité de ces communautés-là ont changé. Et si vous remarquez, désormais, pendant l'insurrection, la violence est partie des zones urbaines vers les zones rurales. Mais nous voyons désormais que la violence part des zones rurales vers les zones urbaines. Ce qui veut dire que nous devons désormais tenir compte des besoins et de la volonté de ces zones rurales-là. Ensuite, il faut opérationnaliser les forces de défense et de sécurité par des équipements et aussi par des formations. Et le point le plus important, c'est comme je dis, c'est une guerre des cœurs. Il faut gagner le cœur des communautés, il faut gagner le cœur des populations. Parce que une lutte asymétrique est une lutte intelligente. Ce n'est plus une lutte où il faut, comme on aime le dire dans le jargon militaire, où il faut bander les muscles. C'est une lutte intelligente où il faut utiliser le mind. Et donc, si nous n'arrivons pas à utiliser des stratégies adaptées à l'évolution de la menace, nous allons nous retrouver chaque fois en train de faire, si vous voulez, action-réaction. Et cela va toujours continuer à voir progresser ces groupes terroristes-là. 2020 sera donc une année très très décisive, très importante pour la lutte contre le terrorisme. Vous venez de le dire avec quelques cartes à l'appui. Merci, M. Mahamoudou Sawadogo. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité. Merci d'être venu nous faire partager votre expertise. Merci à vous.